Merde, du coup, on peut pas s'entraîner si on n'a pas de charge. Eh bien, si. Ah. Surprise, surprise. On peut s'entraîner même sans stress mécanique, grâce au stress métabolique. Si on veut jouer sur la force et l'hypertrophie et qu'on n'a pas de charge mécanique, eh bien, il faut monter le curseur du stress métabolique au max du max. Et pour ça, on a un outil qui est extrêmement efficace qui s'appelle le BFR. Faut être très honnête, c'est pas agréable du tout. Disons, le protocole phare, c'est 4 séries. Une série de 30 répétitions et 3 séries de 15 répétitions. Principal facteur de l'hypertrophie, on l'a dit tout à l'heure, et surtout du développement de la force, ça reste le stress mécanique. Ouais, ça, tu vois, tu peux pas le cheater. En fait, c'est destiné à tous les patients qui nécessitent un gain de force et qui peuvent pas pousser. Il y a certaines personnes qui vont écouter ce qu'on dit et qui ont lu des papiers sur le BFR. Ils vont se dire, ok, moi je suis un athlète, j'ai pas de douleur, je fais 180 kg au squat, je vais utiliser le BFR pour aller chercher 200 kg au squat. Non, pas possible. Ah bah non. L'intérêt, il est pas là en fait. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Je suis avec mes deux compères Simon à ma droite et JP à ma gauche. Ça va les gars? Impeccable. J'ai l'impression que vous êtes un peu congestionnés là. Qu'est-ce que vous avez fait? Exact. L'un plus que l'autre. L'un plus que l'autre. Le bâtard. Je parle de toi, mais Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? il a fait des pompes en sortant de la douche ce matin. J'ai pumpé un peu, ouais. T'as pumpé? Mais j'avais pas de charge. Ah, bah comment t'as fait? J'ai pas pu faire du coup. Ah merde, du coup on peut pas s'entraîner si on n'a pas de charge. Eh bien si. Ah. Surprise, surprise. On peut s'entraîner même sans stress mécanique, grâce au stress métabolique. Ok. Si tu peux nous rappeler les deux facteurs clés de l'hypertrophie et du développement potentiel de la force après? Ouais, en gros, si tu veux progresser en hypertrophie, il te faut deux types de stress. Le stress mécanique, qui est le stress un petit peu phare, celui qu'on privilégie en tout cas, et il y a le stress métabolique. Pour faire simple, le stress mécanique, c'est la charge que tu vas mettre, la charge externe que tu vas devoir soulever, et le stress métabolique, c'est tout ce qui va se passer chimiquement à l'intérieur de ton muscle. Ok. Par exemple, lors d'un sprint, tu as zéro charge mécanique, mais pour autant tu as un stress métabolique qui est énorme. T'as quand même un peu de charge sur l'amplitude de mouvement, etc. Ouais, t'as un peu de charge, t'as pas de charge externe, c'est ce que je veux dire. Ok, t'as pas de poids quoi. Voilà, t'as pas de poids. Ouais, à part Donc ton propre corps. stress mécanique est faible par rapport au stress métabolique. Ton stress métabolique est haut. Ok. Donc si on veut jouer sur la force et l'hypertrophie et qu'on n'a pas de charge mécanique, eh bien il faut monter le curseur du stress métabolique au max du max. Et pour ça, on a un outil qui est extrêmement efficace qui s'appelle le BFR. What is this? Le BFR, c'est travail sous occlusion sanguine. En gros, on va mettre des manchons, des cuffs, alors pas des cuffs, les flics, hein, Des cups. des cuffs CU2F S. En gros, c'est comme des garrots, des cuffs. C'est comme des garrots qu'on va mettre vraiment en proximal des membres et on va travailler sous occlusion sanguine. Ce qui se passe, c'est qu'on va créer vraiment une occlusion totale, ou quasi totale veineux et partielle des artères. Ce qui fait que, grosso modo, ton muscle, il va devoir travailler, il va devoir créer, faire ce qu'on lui dit de faire, avec beaucoup moins d'oxygène, beaucoup moins de sang et donc beaucoup moins d'oxygène. Et ça va créer une cascade de réactions en chaîne. Qui va aboutir sur la création d'hormones de croissance, qui va aboutir à terme sur de l'hypertrophie et donc du gain de force. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu fais du BFR? Alors, sensation pour le patient ou pour le sportif? Faut être très honnête, c'est pas agréable du tout. C'est-à-dire? C'est pas agréable du tout. T'as les muscles qui chauffent, qui brûlent, qui fatiguent très vite. En gros, disons le protocole phare, c'est 30 répétitions, c'est 4 séries. Une série de 30 répétitions et 3 séries de 15 répétitions. Est-ce qu'on sait pourquoi d'ailleurs il y a ce protocole? Parce que c'est le protocole qu'on retrouve dans toutes les études et j'ai l'impression qu'en fait c'est le protocole qui a été utilisé par le premier mec qui a fait une étude sur le BFR. Bah, je pense vraiment que c'est ça. Du coup, tout le monde fait ça. Mais il y a pas de mecs qui se disent tiens on va tester autre chose. Ouais, alors il y a d'autres choses qui ont été testées, hein. Okay. Mais en fait je pense que c'est pour avoir une uniformité des études et pouvoir comparer les études entre elles. Oui, bien sûr. Ce qui est pas bête. Ça paraît logique, ouais. Ouais, mais par contre dans notre pratique, très sincèrement, moi je fais pas toujours ça. Hein. T'en sors?
Ouais, bien sûr. Ok, Je fais du 20, 10, 10, 10, ou alors je fais à l'échec sur chaque série. Il est dur. Non, mais en gros, si on veut que ça soit efficace, il faut que Il est mal. le 30, 15, 15, 15, il corresponde. Si en fait tu t'es un petit peu trompé dans ta pression Bien sûr. et Ok. et dans ta charge, Parce que tu mets quand même un peu de charge. parce que tu mets 30% de la charge généralement. 30% du 1RM max. Voilà, c'est ça. C'est autour de ça. Hein. Sinon, c'est délétère, c'est ça ou... Non, absolument pas. C'est que c'est pas plus efficace. D'accord, ok. Il me Donc ça semble va être- qu'à partir d'un certain pourcentage, ça commence à être négatif. Ben, en Parce que fait, t'altères beaucoup les capacités de récupération. ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est très simple à comprendre. Si c'est trop dur et que tu peux pas bouger, ben en fait, ça va pas être efficace, quoi, tout simplement. Donc si tu peux plus soulever ta charge parce que tu as mis 70%, ben en fait, il va rien se passer. Donc voilà. Et donc pour répondre à ta question de tout à l'heure, si on fait 30 15 15 15, c'est globalement pour avoir une charge suffisante pour être proche de l'échec. Et donc en fait, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'entre ces séries-là, tu as 30 secondes de récupération, mais les occlusions, elles sont encore fermées. Mhm. Ce qui fait que en fait, tu récupères pas. T'as Ok. pas de sang qui vient irriguer tes muscles. Donc c'est un peu comme si, par exemple, si tu le fais sur les membranes, c'est un peu comme si tu courais un marathon, tes jambes elles sont cramées, bouillies, tu as du mal à encaisser, quoi. Est-ce que le problème, c'est qu'il n'y ait plus d'oxygène qui arrive dans le muscle, ou c'est le fait qu'il y ait des déchets qui ne soient pas ressortis du muscle? En vrai, il y a Soit toujours, éliminé. il y a toujours un petit peu d'oxygène qui rentre parce que au niveau artériel, t'es pas complètement limité. Heureusement. Sinon, Bah oui, Bah, sinon ça nécrose. ce à serait mort. très, très problématique. Mais c'est restreint en oxygène. Et après, effectivement, t'as une accumulation de métabolites, mais je te laisse développer. Non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est les deux. Et puis même, je dirais, il faut rajouter la pression aussi là-dedans. Ça va créer une pression qui va mettre un stress mécanique dans les cellules, au sein des fibres. Ok. Mais t'as aussi le fait, en effet, de pas avoir d'oxygène, et t'as le fait de pas pouvoir gérer cette accumulation de métabolites qui traînent et qui ont rien à faire là, quoi. Et en réalité, cette pression qui vient écraser les capillaires aussi, ça stimule le baroréflexe, qui est un réflexe central, qui permet une cascade de réactions qui va être précurseur en réalité de sécrétion d'hormones anabolisantes. Ok. Hormones de croissance, testostérone, insuline, etc. Et ça va justement permettre l'hypertrophie en fait. Et ça me fait penser à une autre question, parce que ce protocole, alors il me semble également qu'il a été décrit avec un tempo. Je sais pas si toi tu t'en sers comme ça ou pas, mais il me semblait que c'est le 30-15-15-15, c'était un tempo de 2 secondes de descente, 2 secondes de montée sur le mouvement, ce qui fait que tu as une première série qui dure 2 minutes. 2 minutes, et les séries d'après, elles durent 1 minute chacune. Ouais. Donc, ce qui fait un temps sous tension qui est extrêmement long. Encore une fois, je pense vraiment que c'était pour se baser. Non, mais et en fait, ce qui me pose question, c'est que ce temps sous tension extrêmement long, en rééducation, habituellement, on le fait jamais. Tu vas Ouais. jamais faire une série qui dure 2 minutes, et au final, si tu prends le temps effectif, t'es à du coup 5 minutes de temps sous tension continu, sans récupération, vu que tu vas pas récupérer sur les 30 secondes. Et la question que je me posais, c'est est-ce que on n'aurait pas des impacts aussi intéressants avec une charge similaire, sans BFR, si on allait chercher ce pourcentage, tu vois, de stress métabolique et ce temps sous tension totale? Est-ce qu'il y a eu Alors, oui, en fait, je pense que justement, si il y a ces notions de tempo, de temps, de pause, de nombre de répétitions et tout, c'est pour vraiment gérer tous les paramètres, toutes les modalités. normé? Voilà, que ça soit méga normé et justement qu'on puisse comparer. Ils ont fait vraiment des protocoles. Il y a des études là-dessus. Maintenant, vraiment, elles pullulent. Il y a des études qui ont mis exactement le même protocole en place, Ok. tempo compris, avec et sans BFR. Ok. Et clairement, avec BFR, il y a un gain qui est significatif. Et est-ce qu'il y avait une troisième personne qui faisait une rééducation, un troisième groupe qui faisait une rééducation classique? Ouais, ça aussi, ça a été étudié. Alors, pas franchement dans la rééducation, mais surtout sur les gains de force, en fait. Ok. Donc en Et- gros, La rééducation classique, enfin, le renforcement classique à charge lourde, il y a les effets qui sont similaires au BFR à 30% de la 1RM, mais quand même, les études sont très claires là-dessus. Il y a une tendance, il faut préférer les charges lourdes quand on peut soulever des charges lourdes, parce que Ok. tu vas avoir des adaptations qui sont quand même bien autres. sûr, nerveuse.
Mais avec le BFR, il y a de l'ablation centrale aussi, hein, quand même. Mais bon, ça reste le principal facteur de l'hypertrophie, on l'a dit tout à l'heure, et surtout du développement de la force, ça reste le stress mécanique. Ouais, ça, bien tu vois, sûr. tu peux pas le cheater. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et du coup, donc si on résume un petit peu, donc si je fais une rééducation classique, si je vais faire un gros stress métabolique avec des séries qui durent jusqu'à 5 minutes, ça va être mieux d'un point de vue peut-être hypertrophique que si je fais des séries courtes. Mais si je fais ces mêmes séries avec le BFR, ça va être encore mieux. Et là, Exactement. C'est aussi c'est significatif entre ces deux groupes-là, donc forcément avec le premier. Ouais, et avec une grande taille d'effet. Donc c'est exactement, c'est vrai ce que tu dis, et surtout c'est vraiment, C'est important. c'est important. Donc vraiment, le BFR, c'est un outil indispensable. Ouais, très sincèrement, aujourd'hui, dans la rééducation, c'est à mes yeux indispensable si on veut vraiment être efficient. Est-ce que ça coûte cher? Non, alors ça dépend Parce que c'est une vraie problématique. Ouais. Mais- Ça dépend vraiment du matériel que tu vas choisir, mais tu en as vraiment à tous les prix. Ça commence à 300 € et ça finit à Ouais. 6000, quoi. Ok. Oui, moins, parce que il y a même des études qui ont été faites avec des élastiques. Donc bon, Je ferai pas ça avec les patients. ouais, moi non plus. Il y a des études où le, comment dire, le serrage, le pourcentage de serrage, d'occlusion, Ouais. il est calculé en EVA. Ok. Et ça marche. Donc, si vraiment vous avez pas de thune et vous voulez en faire, c'est possible. Après, nous, moi, Ouais, si je dois conseiller kiné, quelque t'as chose, bien 200 balles quand même. Ouais. voilà, au lieu d'investir sur des ultrasons ou d'un éca laser, franchement, prenez un BFR, quoi. Ouais. Bah, en vrai, nous, on utilise des keufs qui se gonflent à la main avec un Doppler. En vrai, ça coûte rien. Ah ouais, non, carrément. Ouais, c'est 250 € le kit avec le Doppler. Si t'achètes que les bandes et que tu t'en fous un petit peu de savoir s'il y a une occlusion complète, t'en as pour 190 ou 110 €, tu vois. Ouais. Et pour revenir à la question initiale que tu disais, si on dézoome un petit peu, en fait, tout ce que tu vas faire en rééducation, si tu le fais avec le BFR, il y aura un meilleur effet. Je m'explique. Là, on parlait du protocole de force, et aujourd'hui, vraiment, c'est là-dessus où il y a le plus de littérature. C'est-à-dire que, j'allais dire, c'est plus à prouver. Si, quand même, parce que voilà, la science, c'est toujours une remise en question perpétuelle. Mais sur les gains de force, le BFR a vraiment des preuves solides. Si on prend les autres aspects de la rééducation, c'est-à-dire la douleur, la récupération de la marche, l'autonomisation des patients, la fonction, etc., eh bien, les effets sont meilleurs avec le BFR. Là, il y a une revue de littérature qui est sortie en 2023 de Rainer Ruiz qui montre les aspects autres du BFR, autres que sur la force. Les autres impacts. Les autres impacts. Eh bien, sur la qualité de vie des patients, ça marche. Sur la fonction des patients, ça marche. Et ça sur plein de pathos chroniques. Sur de la rhumato, sur de l'arthrose, voilà, plein de pathos qu'on peut retrouver au cabinet et pas forcément des sportifs, quoi. Okay. C'est ça, une de mes questions aussi, c'est à qui ça se destine, mais avant ça, c'est quels sont les facteurs de risque? Est-ce qu'il y a les facteurs de contre-indications. Les contre-indications, pardon, c'était ça. Quelles Alors, sont les contre-indications? les contre-indications, elles sont relatives et elles sont pareilles que, en fait, pour n'importe qui fait enfin, elles sont très logiques. C'est les cancers, les fractures, tout ça. Ça, c'est des contre-indications absolues, évidemment. Fracture proximale. Ouais. Ah, Oui, mais parce que en vrai, c'est c'était une vrai. fracture du pouce, tu vois, on s'en fout. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est vrai. En C'est fait, vrai. tu mets pas le manchon sur un proche du foyer de fracture. Exactement. Ce Merci qui Thomas. paraît juste logique. Enfin, Voilà. Je crois que c'est les plaies aussi. Les plaies ouvertes, je crois. Ouais. Ouais. Les contre-indications relatives, c'est les problèmes sanguins, genre problèmes veineux, phlébite, etc. On peut quand même le faire avec ces patients-là ou pas du tout? Bah, moi, franchement, je prendrais pas le risque parce que si un jour il y a un problème, C'est ta faute. bah voilà. Et sur l'hypertension, parce que ça c'est souvent une question, tu vois, qui est posée. C'est une J'aurais contre-indication tendance- relative aussi, ouais. J'aurais tendance à dire si l'hypertension elle est traitée en soi, est-ce qu'il y a un problème? J'aurais tendance à dire non. Mais C'est une contre-indication relative comme les problèmes cardiaques. Ok. Après, si on enlève ces contre-indications-là, et les contre-indications, vous pouvez les retrouver dans n'importe quel papier un tout petit peu bien fait. Voilà, c'est hyper facile de les retrouver. Si on enlève ces contre-indications-là, à qui c'est destiné? Mais en fait, c'est destiné à tous les patients qui nécessitent un gain de force
et qui peuvent pas pousser. Tout le monde. Tout le monde. Beaucoup de... En fait, on le fait avec tout le monde. Des patients que tu peux pas charger, ouais. Voilà, les patients que tu peux pas charger et que tu veux qu'ils gagnent en force, ben ça marche. Et c'est destiné pour eux. Et je vais même aller plus loin. Les patients qui ont besoin d'un gain d'autonomie ou d'un gain de qualité de vie. Donc en fait, encore une fois, tous nos patients, y compris les personnes âgées, ça marche. Là, les études, l'étude dont je vous parle, elle a recueilli des études qui ont regardé les résultats sur des tests fonctionnels, genre le Time up and go. Time up and go. Merci. Ou alors sur le périmètre de marche sur 6 minutes, des trucs comme ça. Et en fait, si tu mets les patients avec les keufs juste pour marcher, ils marchent plus longtemps. Ben en fait, le fait de marcher va créer un stress métabolique avec les keufs qui vont être plus importants que si tu marchais juste comme ça. Okay. Et ils vont gagner en périmètre de marche. Et donc, ils vont gagner en fonction et ils vont gagner en qualité de vie. T'as aussi des études sur la VO2 max. Exactement, sur les capacités aérobies. Sur la douleur. Sur la douleur, carrément, il y a un côté antalgique important. Juste avec, donc par exemple, les syndromes fémoro-patellaires où tu peux pas charger parce que les patients ont mal direct. Eh bien, ça marche parce que en mettant les occlusions, tu vas avoir une diminution de la douleur. Et donc, du coup, ton patient va pouvoir faire plus d'exercices. Ah, carrément, pour moi, c'est un peu la baguette magique, quoi. Ouais, carrément, même si on n'aime pas trop ça. Tu vois, limite perturbant. Ouais, c'est vrai. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une découverte. Je me souviens quand j'ai découvert et quand j'ai commencé à lire les papiers là-dessus, je me suis dit vraiment, on doit pas s'en passer. Quoi qu'on fasse, ça sera mieux avec. Donc, et ça change rien de notre éducation. Bien sûr. C'est ça qui est important de noter. C'est qu'on va faire les mêmes exercices. Et puis tu fais pas que ça, quoi. Et tu fais pas que ça, bien sûr. Et de toute façon, les protocoles, la plupart du temps, ils disent dès que tu peux t'en séparer, t'as intérêt à t'en séparer pour charger. Ça. Si tu peux. C'est ça. Donc en fait, ça va être très très utile dans les premières phases de leur éducation. C'est ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est que il y a certaines personnes qui vont écouter ce qu'on dit et qu'on lit des papiers sur le BFR. Ils vont se dire, ok, moi je suis un athlète, j'ai pas de douleur, je fais 180 kilos au squat, je vais utiliser le BFR pour aller chercher 200 kilos au squat. Non, c'est pas possible. Ah bah non. C'est l'intérêt, il est pas là en fait. Ah bah clairement pas. Clairement pas. C'est vraiment pour des gens que tu peux pas charger. Certes, chez nous, par exemple, en hypertrophie, ça peut être intéressant sur des petites phases, mais si tu fais ça toute l'année, c'est comme le reste, tu vas t'adapter, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, pour ce genre d'athlète-là, ça serait intéressant, selon le contexte. C'est-à-dire, demain, ou après-demain, t'as une compète, t'as pas envie d'avoir de courbature, c'est peut-être intéressant de faire une séance de BFR parce que tu sais que tu vas... Car il n'y a pas de courbature après le BFR. Voilà. Ça, c'est important de le signaler aussi. En effet, il n'y a pas de courbature. Les gens ont peur, mais ils ont jamais de courbature après. Ouais. J'ai pas assez tout ça dépend je sais pas, moi sur des fentes ou ce genre de choses. Oui, mais parce que tu mets beaucoup d'amplitude. En fait, tu vas avoir des courbatures aussi sans en fait. Exactement. En fait, tu vas avoir des courbatures si sans le BFR, tu fais les exercices, t'es pas habitué, t'en aurais eu aussi quoi. Okay. Et il y a un autre truc aussi quand même, si on veut vraiment nuancer, c'est que quand t'arrives à l'échec, à un moment donné, ton muscle il sait plus comment gérer le truc, et donc du coup, il va tellement loin dans la fatigue que oui, potentiellement, tu peux avoir des petites courbatures, mais ça n'a rien à voir avec une séance de. Ouais, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est minime. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous les premiers, quand on a appris l'existence de cet outil qui est vieux en vrai, hein, c'est Katsu qui a commencé à faire ça, c'est un japonais qui a fini à l'hosto d'ailleurs. Parce que lui, pour le coup, il s'est fait une nécrose. Ah, embolie pulmonaire. Non, nécrose. J'avais embolie. Non, mais il a dû faire le fou, non? Ouais, en fait, il s'était fracturé le fémur. Mais non, mais rien à voir. Si, c'est ça. Il s'est fracturé le fémur au ski. Ouais. Et du coup, il voulait récupérer plus vite parce qu'il faisait de la muscu. Et du coup, il s'est entraîné sous Katsu, enfin sous. Ok, on va répéter, ne le faites pas si vous avez des fractures. Bref. En réalité, nous, on l'a testé sur nous avant de le tester sur les patients. Et je m'en rappelle, moi, je faisais vraiment l'idiot parce que j'ai pas compris. C'était pendant le confinement, hein. Ouais, ces histoires de pourcentage, etc. Et du coup, je faisais des tractions avec. C'était affreux. J'ai reçu un vocal. C'était affreux. J'ai reçu un vocal. Ouais, j'ai fait des tractions avec les BFR. Je suis en train de mourir. C'était affreux. Et là, on s'est vraiment rendu compte que oui, effectivement, tu peux pas charger beaucoup parce que c'est juste horrible, quoi. Ouais, clairement. Et ça sert à rien. Et ça fait mal. Et voilà. Un tout dernier truc que je voulais rajouter aussi, c'est que sur les personnes âgées, par exemple, en fait, dans la vie quotidienne, elles vont
elles ne vont avoir quasiment que du stress métabolique. C'est-à-dire quand elles partent pour faire leurs courses, l'idée c'est de marcher et d'augmenter le périmètre de marche. Et ça, c'est du stress métabolique et elles vont pas avoir de charge à porter. Et donc le BFR t'entraîne à gérer cette charge métabolique. Donc du coup, pour les personnes âgées, c'est d'autant plus intéressant, quoi. Pour tout ce qui est stress métabolique, c'est le traitement de choix. On a peur des contre-indications, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il faut les étudier, il faut les connaître et il faut bien se protéger et bien en parler avec le patient. Doser, Je travaille avec une amie qui fait que de la respi, tu vois, qui travaille avec des BPCO et des patients qui sont atteints de mucoviscidose. Et dans la BPCO, c'est en train d'arriver justement parce que ces études sur le BFR, enfin, tu vois, alors que il y a énormément de facteurs de risque, en effet, chez les patients BPCO, parce que beaucoup de comorbidités, etc. Moi, je suis persuadé à 200% que si on élimine ces contre-indications, ils vont avoir un bénéfice énorme sur leur fonction et tout. Pourquoi ? Parce que c'est des patients qui sont tellement déconditionnés au niveau cardio-respiratoire que le fait de faire des squats, ils vont être essoufflés. Donc, tu peux pas charger, c'est impossible, vraiment pas. Donc le BFR, ça va être une solution pour leur rendre de la force au quadriceps et donc améliorer leur fonction instantanément et leur espérance de vie aussi, parce que c'est vachement lié, enfin tout ça. Ouais, bien sûr. Donc vraiment ultra intéressant. J'avais une question par rapport au BFR et justement la mise en pratique. Comment est-ce qu'on le fait plutôt en début de séance, plutôt en fin de séance ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors moi, franchement, je le conseillerais plutôt en fin de séance parce que en vrai, c'est quand même assez épuisant. Même si on récupère très vite, c'est relativement épuisant. 5 minutes de BFR, t'as du mal à t'en remettre. C'est plus dur mentalement. C'est plus dur mentalement, ouais. Après, physiquement, non mais en vrai, physiquement, tu t'en remets en quelques minutes. T'as pas l'impression d'être fatigué quelques minutes après. Mais je trouve que c'est bien de finir par ça. Personnellement, c'est comme ça que je. Donc, des bonnes séries de renfo et après le BFR. Si tu peux. Si tu peux pas, tu peux faire que du BFR. Voilà. Si ça dépend toujours. Ça dépend de ce que tu as dans ta rééducation. L'idée, si tu l'épuises au début, ça va être compliqué après pour faire des trucs derrière. Ouais. Tu vois. Tu l'épuises avec le BFR au début. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut mieux commencer par autre chose et finir avec le BFR, mais tu peux très bien faire 2 fois 5 minutes de BFR dans ta séance. Déjà 5 minutes de BFR, 2 fois 5 minutes de BFR pour une séance de renfo, c'est déjà très bien. Hein. Ouais, puis t'as ta récup et t'as le temps de le mettre. Eh ouais, etc. bien sûr. Est-ce que on pourrait pas ça, justement se servir du BFR aussi en fin de rééducation, tu vois, chez un sportif qui est prêt à retourner au terrain, pour justement le pré-fatiguer énormément. Et après faire du travail de contrôle moteur en contrôlant le truc sans faire des dingueries sous fatigue, blesse, tu vois, mais des trucs sous fatigue. Ça pourquoi pas pas être pertinent. Ça. Ouais, carrément, pourquoi pas. En fait, on peut tout faire, ça dépend de quel est ton objectif, mais ouais, alors le problème c'est que tu vas travailler sous fatigue, mais ta fatigue elle passe vite. Hein. Elle passe vite. Au bout de quelques minutes, t'es plus fatigué comme si t'avais fait une séance avant. Je sais pas, sur un quadri ou leg extension, moi ça passe pas vite. Hein, ah ouais? pour avoir fait sur moi. Après, je suis peut-être très faible du quadri. Non, mais c'est possible, tu vois. Mais même avec un leg extension à 15 kilos, je vais le ressentir pendant quelques minutes. Oui, pendant quelques minutes, mais en tout cas, ça va pas être la même fatigue, je pense. Okay. Ça va être très localisé, quoi. Ouais, ok. Intéressant. Très intéressant cet outil. À tester. Ouais, carrément. D'ailleurs, si vous voulez vous former sur le BFR et vous former surtout sur le renforcement musculaire, n'hésitez pas à venir participer à notre formation sur le renfo. Où on va vraiment balayer tous les outils qui sont intéressants pour redonner de la force aux patients et les réautonomiser et leur redonner de la qualité de vie, de la fonction. C'est le plus important. Les gens viennent pour de la douleur au cabinet, mais vous savez que le levier primaire aujourd'hui en kinésithérapie, c'est quand même tout ce qui est travail actif et renforcement, donc c'est important de maîtriser cette variable. Si jamais vous voulez venir participer à nos sessions de formation, vous avez le lien directement dans la description, et si vous voulez le faire en e-learning tranquille de chez vous dans votre canapé, vous pouvez aussi le suivre en digital. Pour ça, il y a aussi le lien dans la description. Si jamais vous avez kiffé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite review sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important pour soutenir ce qu'on fait. Activez les notifications, comme ça vous êtes au courant de la prochaine vidéo qui sort où on vous apprendra plein de trucs. Encore une fois, les mecs, merci beaucoup pour cet échange. C'était fort intéressant. Avec grand plaisir. Et je décris cet article-là de Renae Ruiz dans un article que tu as écrit sur le blog. Exactement. On mettra aussi le lien dans la description. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients et on se dit à bientôt. Salut tout le monde. Allez, salut. Salut.